Après la liaison de mon mari avec ma meilleure amie et avoir tout perdu, mon travail, ma maison, même mon estime de moi, il a dit que je ne me relèverais jamais. Vivant dans un motel délabré, j'ai trouvé une valise poussiéreuse avec mon nom dessus. À l'intérieur se trouvaient 70 000 $ en espèces, un billet d'avion et un mot, ceci n'est que de l'argent de voyage. La vraie fortune attend à cette adresse. Quand je suis arrivé, ce que j'ai vu a tout changé. Il y a 7 mois, j'avais un mariage, un travail et une meilleure amie en qui j'avais une confiance absolue. Maintenant, je vivais dans une chambre de motel qui facturait à la semaine, mangeant des repas coûtant moins de 2 $ et essayant de comprendre comment survivre avec un travail en freelance qui couvrait à peine le loyer. Mon mari, Justine, couchait avec ma meilleure amie, Nathalie, depuis qui sait combien de temps. Quand je les ai surpris, tout s'est effondré si vite que cela semblait coordonné. J'ai perdu mon travail en 2 semaines. Le divorce m'a laissé avec presque rien. Mes amis ont cessé de répondre à mes appels. Je suis passé de la stabilité de la classe moyenne au fond du gouffre en moins de 2 mois. Avant de continuer, je veux vous remercier d'être ici et de partager ce voyage avec moi. Si vous croyez que la vérité et la résilience comptent, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide ces histoires à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'espoir. Maintenant, voyons ce qui s'est passé ensuite. J'étais assise sur le bord d'un lit qui grinçait à chaque mouvement, mangeant des nouilles instantanées avec une fourchette en plastique, quand j'ai remarqué la valise sous le lit, vieille, en cuir marron avec des coins en laiton et une étiquette à bagages avec mon nom complet et une écriture que je savais être celle de ma tante, Hélène. Elle était décédée 9 mois plus tôt, le membre excentrique de la famille que tout le monde décrivait comme difficile et paranoïaque. J'ai sorti la valise, trouvé la clé collée au fond avec du ruban adhésif, et l'ai ouverte pour découvrir 70 000 $ en espèces et un mot qui a réécrit tout ce que je pensais savoir de ma vie. Le mot m'avertissait de ne pas faire confiance à Justine ou Nathalie, me disait qu'il planifiait ma destruction depuis avant mon mariage, et affirmait que la mort de ma mère 6 ans plus tôt n'était pas un accident. Il m'indiquait une adresse à Portland où la vraie fortune attendait. Et il se terminait par des instructions pour finir ce que ma mère avait commencé avant qu'il ne la réduise au silence. Hélène avait passé ses dernières années à collecter des preuves pendant que tout le monde la traitait de folle. Maintenant, elle m'offrait un choix, prendre l'argent et disparaître ou l'utiliser pour riposter contre les personnes qui avaient tout détruit. Je m'appelle Samantha Garrett, et avant que tout ne s'effondre, ma vie semblait assez normale pour que je ne la remette jamais en question. J'avais un appartement de 2 chambres dans un quartier décent où les gens connaissaient encore le nom de leurs voisins. Madame Chin, au bout du couloir, souriait toujours quand elle me voyait. L'homme de la maintenance se présentait réellement quand quelque chose se cassait. L'appartement n'était pas luxueux. Les murs étaient assez fins pour que je puisse entendre nos voisins regarder la télévision le soir, et la moquette avait des taches des locataires précédents qui ne partaient pas, peu importe combien je frottais. Mais Justine et moi avions peint le salon ensemble, passé un samedi entier à assembler des meubles en kit, et accroché des photos de mariage au mur où la lumière de l'après-midi donnait à tout un air plus chaleureux que ce n'était en réalité. Je travaillais comme coordinatrice marketing chez Brennan & Associates, une agence de taille moyenne en centre-ville qui gérait des campagnes pour des entreprises locales, des petites choses, principalement des stratégies de médias sociaux pour des restaurants familiaux, des refontes de sites web pour des cabinets dentaires, du marketing par courriel pour des boutiques qui pouvaient à peine se permettre nos services. Ce n'était pas la carrière que j'avais imaginée quand j'avais obtenu mon diplôme universitaire avec des rêves de travailler pour de grandes marques, mais cela payait 48 000 $ par an plus les avantages sociaux. C'était suffisant pour couvrir ma moitié de loyer et de courses avec un peu d'argent restant pour un dîner occasionnel au restaurant quand Justine et moi voulions faire semblant d'avoir plus de revenus disponibles que nous n'en avions réellement. Mon patron, Marcus Brennan, était professionnel mais distant, le genre de superviseur qui complimentait votre travail en réunion mais ne vous promouvait jamais vraiment. Il se souvenait de demander comment s'était passé votre week-end mais n'écoutait jamais vraiment la réponse. J'étais là depuis des années, recevant constamment des évaluations de performance qui louaient ma fiabilité tout en ne se traduisant jamais en augmentation ou en avancement. Mais je ne le remettais pas en question. Je me présentais chaque matin à 8h30, préparais du café dans la salle de pause avec la machine qui crachotait toujours, m'asseyais à mon bureau avec sa vue sur le parking, et faisais mon travail. Cela semblait stable, prévisible, sûr. Justine travaillait comme consultant en affaires, ou c'est ce qu'il me disait. Son emploi du temps était irrégulier d'une manière qui semblait normale pour quelqu'un dans son domaine, des nuits tardives à finaliser des propositions, des voyages le week-end pour rencontrer des fondateurs de start-up à Seattle ou San Francisco,
des conférences téléphoniques à des heures étranges avec des clients de la côte Est. Il rentrait à la maison épuisé, m'embrassait sur le front, réchauffait les restes dans le réfrigérateur, et s'endormait sur le canapé avec son ordinateur portable encore ouvert. Je le couvrais d'une couverture et ressentais cet étrange mélange d'affection et de solitude, fier qu'il travaille si dur tout en regrettant le peu de temps que nous passions réellement ensemble. Nous nous étions rencontrés il y a 7 ans lors d'un dîner organisé par des amis communs. Du moins, c'est ce que j'avais toujours cru. Justin avait été charmant ce soir-là. Il posait des questions sur mon travail et écoutait réellement les réponses. Il faisait des blagues qui étaient intelligentes sans être méchantes. Il a proposé d'aider à nettoyer après le dîner quand tout le monde était passé au salon. Il m'a demandé mon numéro à la fin de la soirée, et je le lui ai donné en essayant de ne pas paraître trop empressé. Notre relation semblait naturelle et facile, comme si nous avions été conçus pour nous entendre, des dîners dans des restaurants décontractés, des promenades en ville, des dimanches matins paresseux à lire les journaux au lit. Il m'a demandé en mariage après 18 mois, s'agenouillant dans le même parc où nous avions eu notre 3e rendez-vous. J'ai dit oui sans hésitation parce que je ne pouvais imaginer aucune raison de dire non. Mais les choses avaient changé au cours des 2 dernières années, des changements subtils que j'avais remarqués mais que je m'étais convaincu d'être normaux. Justin est devenu plus protecteur avec son téléphone, inclinant l'écran quand je passais, prenant des appels dans l'autre pièce, le posant face contre table pendant le dîner. Il était plus vague sur ses projets de travail, offrant des descriptions générales au lieu des histoires détaillées qu'il partageait auparavant. Il cherchait la dispute pour de petites choses, la façon dont je chargeais le lave-vaisselle, si nous avions besoin de légumes biologiques ou normaux, combien de temps je passais à parler à Nathalie. Nathalie était ma meilleure amie depuis l'université, à l'époque où nous étions toutes les deux des étudiantes fauchées, partageant des paquets de nouilles instantanées et parlant des avenirs que nous construirions un jour. Elle avait été ma demoiselle d'honneur, se tenant à côté de moi dans une robe que nous avions choisie ensemble, pleurant pendant la cérémonie d'une manière qui m'a fait pleurer aussi. Elle nous a aidés à emménager dans notre appartement, portant des boîtes sur 3 étages et faisant des blagues sur la quantité de choses que nous avions accumulées. Chaque jeudi soir depuis 5 ans, elle venait avec une bouteille de vin, et nous nous asseyions sur mon canapé à parler de tout, les frustrations au travail, ces derniers désastres amoureux, mes inquiétudes sur le fait que Justine et moi nous éloignions. Elle écoutait avec ce qui semblait être une sympathie sincère, hochant la tête au bon moment, disant des choses comme « tous les mariages traversent des phases, et vous deux avez juste besoin de vous reconnecter ». Elle me disait à quel point j'avais de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme Justine, que la plupart des hommes n'étaient pas aussi solidaires ou stables, que je ne devais pas prendre pour acquis ce que j'avais. Je la croyais parce que remettre en question sa meilleure amie, c'est comme remettre en question la réalité elle-même. Si vous ne pouvez pas faire confiance à la personne qui a été à vos côtés à chaque événement majeur de votre vie pendant plus d'une décennie, alors à qui pouvez-vous faire confiance ? Ma mère, Catherine, était décédée 6 ans plus tôt dans un accident de voiture par une nuit pluvieuse, son véhicule enroulé autour d'un arbre sur une route qu'elle avait empruntée des centaines de fois. La police a dit qu'elle roulait trop vite, qu'elle s'était peut-être endormie au volant. Ma tante Hélène, la sœur aînée de ma mère, a insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas avec la version officielle. Mais tout le monde a rejeté ses préoccupations comme étant le fruit du chagrin. Hélène avait toujours été la personne difficile, le membre de la famille qui se présentait aux réunions avec des brochures sur la corruption d'entreprise et des avertissements sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes. Quand elle est morte il y a 9 mois, seule dans sa maison entourée de classeurs et de vieux journaux, je me suis senti coupable de ne pas lui avoir rendu visite plus souvent, de ne pas l'avoir prise au sérieux, de l'avoir considérée comme paranoïaque alors qu'elle avait peut-être simplement vu des schémas que le reste d'entre nous était trop à l'aise pour remarquer. J'allais travailler tous les jours, payer mes factures à temps, garder l'appartement propre, essayer d'être une bonne épouse, je faisais tout correctement selon les règles non écrites de la respectabilité de la classe moyenne. Je pensais que si je travaillais assez dur, que je faisais confiance aux bonnes personnes et que je respectais les règles, je serais protégé du genre de chaos que l'on lit dans les journaux et qui arrive aux autres. Je pensais que faire tout correctement comptait. Que la loyauté signifiait quelque chose. Que la vie que j'avais construite était réelle, solide et la mienne. En y repensant maintenant depuis cette chambre de motel avec ses murs tachés de cigarettes et son lit qui grince à chaque mouvement, je peux voir à quel point j'étais naïve. À quel point toute ma vie avait été soigneusement construite par des gens qui me voyaient comme utile plutôt qu'humaine. Comment chaque relation en laquelle j'avais eu confiance avait été une performance artistique conçue pour me garder docile et sans méfiance. L'appartement, le travail, le mariage, l'amitié, tout cela construit sur des fondations qui n'avaient jamais été réelles au départ. Mais je ne le savais pas encore,
pas assise dans ma vie normale il y a 7 mois, croyant en la stabilité de la routine et en la protection de suivre des règles qui se sont avérées être écrites par des gens qui n'avaient aucune intention de les respecter. Je ne savais pas que Justine et Nathalie planifiaient ma destruction depuis avant mon mariage. Je ne savais pas que la mort de ma mère n'était pas un accident. Je ne savais pas que tante Hélène avait passé ces dernières années à collecter des preuves pendant que tout le monde la traitait de folle. Je ne savais rien de tout cela jusqu'à ce que je trouve cette valise avec 70 000 $ et un mot qui m'offrait un choix entre disparaître et riposter. Et à ce moment-là, j'avais déjà perdu tout ce que je pensais important. La valise était posée sur le lit du motel à côté de moi, 70 000 $ en espèces étalées comme des preuves sur une scène de crime. Le mot d'Hélène était toujours serré dans ma main, le papier doux à force d'avoir été plié et déplié tant de fois. Je l'ai relu, essayant de donner un sens à des mots qui réécrivaient toute mon histoire. Il planifiait cela depuis avant mon mariage. La mort de ma mère n'était pas un accident. Finir ce qu'elle avait commencé avant qu'il ne la réduise au silence. J'avais besoin de comprendre comment j'avais pu passer à côté, comment j'avais pu vivre dans un mensonge pendant 7 ans sans voir la vérité. Alors, je me suis permis de me souvenir de ce mardi il y a 6 mois, quand mes illusions confortables se sont finalement brisées de manière irréparable. Je m'étais réveillé ce matin-là avec la nausée. Pas le genre de nausée qui vient d'une mauvaise nourriture ou de la grippe, mais quelque chose de plus profond, une sensation de mal-être qui pesait sur ma poitrine et rendait la respiration difficile. J'ai essayé de l'ignorer, suivant ma routine habituelle, douche, un toast gonflé que je n'ai pas pu finir, m'habiller pour le travail pendant que Justine dormait parce qu'il avait dit avoir eu une réunion tardive la veille et avait besoin de se reposer. À 10 h ce matin-là, j'étais assise à mon bureau chez Brennan & Associates, fixant un calendrier de médias sociaux pour un cabinet dentaire, et je ne pouvais pas me concentrer. Mes mains étaient froides. Mon cœur battait la chamade sans raison apparente. La nausée a empiré au lieu de s'améliorer. Et finalement, je suis entré dans le bureau de Marcus et je lui ai dit que j'avais besoin de rentrer à la maison. Je m'attendais à ce qu'il me rende la tâche difficile. Marcus n'était pas le genre de patron qui appréciait que les gens partent en pleine journée, même quand ils étaient légitimement malades. Mais il m'a juste regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer et a dit « Remettez-vous bien », sur un ton qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque, comme s'il savait déjà quelque chose que j'ignorais, comme s'il était soulagé que je parte. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes dans la circulation de la mi-journée. J'ai laissé la radio éteinte parce que le bruit semblait trop difficile à supporter. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Je me suis dit que j'étais ridicule, que j'avais probablement juste une gastro-entérite et que l'anxiété aggravait les choses. Mais la terreur a continué de grandir à chaque pâté de maison que je parcourais, cette certitude que quelque chose n'allait pas, même si je n'avais aucune raison logique de ressentir cela. Quand je suis arrivé sur le parking de notre immeuble, j'ai vu la voiture de Nathalie sur une place visiteur, une Honda Civic argentée dans laquelle j'étais monté des centaines de fois. Elle avait une clé de notre appartement et passait parfois pendant la journée si son internet avait des problèmes et qu'elle avait besoin d'un Wi-Fi fiable pour le travail. Cela n'aurait pas dû être étrange de voir sa voiture là. Mais un mardi après-midi, alors que Justine était censée être au bureau et Nathalie censée travailler depuis son propre appartement, quelque chose à ce sujet semblait anormal. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 1 minute entière, le moteur toujours en marche, essayant de me raisonner pour ne pas écouter mon instinct. Ils travaillaient probablement sur quelque chose ensemble, peut-être qu'ils préparaient une surprise pour moi. Peut-être que Justine était rentrée malade aussi, et que Nathalie était passée prendre de ses nouvelles. J'ai passé en revue une douzaine d'explications innocentes, chacune plus désespérée que la précédente. J'ai finalement coupé le moteur et traversé le parking jusqu'à notre immeuble, monté 3 étages par les escaliers parce que l'ascenseur était encore en panne, longé le couloir avec sa moquette usée et sa lumière vacillante au plafond. J'ai mis ma clé dans la serrure aussi silencieusement que possible, bien que je n'aurais pas pu dire pourquoi la discrétion semblait nécessaire. L'appartement était silencieux quand je suis entré. Pas le silence du vide, mais le silence de l'occupation où l'on sent que des gens sont à la maison même si on ne les entend pas. Je suis resté dans le salon, mon sac de travail toujours sur l'épaule, à écouter. C'est alors que j'ai entendu des rires venant de notre chambre. Le rire de Nathalie, mais pas son rire normal, celui qu'elle avait quand nous regardions des comédies sur le canapé ou quand je disais quelque chose de vraiment drôle. C'était différent, plus intime, le genre de rire destiné à quelqu'un de spécifique, conçu pour que cette personne se sente spéciale et désirée. Je l'avais déjà entendu l'utiliser, il y a des années, quand elle sortait avec quelqu'un qu'elle aimait vraiment à l'université, quand nous étions tous jeunes et que tout semblait moins compliqué.
Je suis resté figé dans mon propre salon, fixant la porte fermée de la chambre pendant que mon cerveau travaillait d'arrache-pied pour construire des explications qui me permettraient de continuer à croire en la vie que je pensais avoir. Peut-être qu'elle était au téléphone avec quelqu'un. Peut-être que Justine n'était même pas à la maison et qu'elle regardait quelque chose sur son ordinateur portable. Peut-être que je comprenais mal la situation parce que je me sentais déjà malade et paranoïaque. Mais je savais, quelque part sous toutes les rationalisations désespérées, je savais déjà ce que j'allais trouver en ouvrant cette porte. J'ai traversé le salon, chaque pas semblant prendre 1 heure. Je n'ai pas frappé. Pourquoi aurais-je frappé à la porte de ma propre chambre dans mon propre appartement? J'ai simplement tourné la poignée et l'ai ouverte. Justine et Nathalie étaient dans mon lit, enlacées dans les draps gris que j'avais lavés 3 jours plus tôt, se regardant avec le genre d'intimité qui ne se développe pas en un après-midi ou même en une semaine. C'était un territoire familier pour eux, une routine confortable. Quand ils m'ont vu debout dans l'encadrement de la porte, la première émotion sur le visage de Nathalie n'a pas été la honte ou la culpabilité. C'était de l'agacement. Comme si c'était moi qui interrompais quelque chose d'important plutôt que de découvrir que mon mari et ma meilleure amie me trahissaient systématiquement. Elle ne s'est pas précipitée pour se couvrir. Elle ne s'est pas excusée. Elle m'a juste regardé avec cette expression qui disait « Pourquoi rends-tu cela dramatique alors que tu aurais dû le voir venir ?» Justine est sortie du lit et a enfilé son jean avec le genre d'efficacité exercée qui m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'il devait s'habiller rapidement dans une situation gênante. Cette prise de conscience a été plus dure que le choc initial de les trouver ensemble. Ce n'était pas une erreur spontanée. Ce n'était pas un moment de faiblesse ou de mauvais jugement. C'était une routine pour eux, pratiquée, quelque chose qu'ils avaient fait assez de fois pour que la mécanique soit devenue fluide et automatique. Il m'a regardé avec une expression qui était en quelque sorte pire que ce qu'aurait été la culpabilité. C'était de l'impatience mêlée de soulagement, comme si cette confrontation était un inconvénient mais aussi quelque chose qu'il attendait parce que faire semblant était devenu fatigant. « Sam », a-t-il dit de cette voix calme qu'il utilisait quand il pensait que j'étais déraisonnable. « Nous devons parler de ça comme des adultes. Ce n'est pas ce que tu crois. » L'absurdité de cette déclaration m'a presque fait rire. C'était exactement ce que je croyais. Mais il se tenait là, dans notre chambre, au milieu d'une trahison des plus évidentes, et essayait de me manipuler pour me faire douter de mes propres yeux, comme si c'était moi qui créais un problème en refusant d'accepter sa réinterprétation de la réalité. Nathalie s'est assise, tenant le drap autour d'elle avec une pudeur qui aurait été drôle si elle n'avait pas été si insultante. Elle a eu le culot de me regarder avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Nous ne voulions pas que tu l'apprennes de cette façon », a-t-elle dit. Comme s'il y avait une bonne façon de découvrir que votre mari et votre meilleur ami avaient une liaison. Mais honnêtement, Sam, ça couvait depuis longtemps. Tu devais bien savoir que les choses n'allaient pas entre vous deux. La présomption de cette déclaration m'a coupé le souffle. Non seulement elle couchait avec Justine, mais elle pensait que j'aurais dû le savoir. Que c'était en quelque sorte prévisible ou même de ma faute de ne pas l'avoir remarqué plus tôt, que leur trahison était justifiée parce que mon mariage avait des problèmes que j'avais été trop stupide ou aveugle pour reconnaître. J'ai posé la question que je savais que je regretterais d'avoir posée. Depuis combien de temps? Ma voix me semblait étrange, trop calme, trop détachée, comme si je demandais quelque chose sans importance plutôt que la destruction de toute ma vie. Justine a répondu sur le même ton sans émotion, comme s'il discutait d'un accord commercial qui avait fait son temps. Est-ce que ça a de l'importance? Assez longtemps pour que nous soyons sûrs de nous, assez longtemps pour que faire semblant soit devenu plus difficile qu'être honnête. Ce mot, faire semblant, m'a transpercé pire que tout le reste. Depuis combien de temps faisait-il semblant de m'aimer? Depuis combien de temps chaque baiser d'adieu était-il une performance? Depuis combien de temps chaque « je t'aime » était-il un mensonge? Et depuis combien de temps Nathalie était-elle assise sur mon canapé chaque jeudi soir, buvant mon vin, m'écoutant parler de mes problèmes de mariage, offrant des conseils conçus pour me garder complaisante pendant qu'elle couchait avec mon mari le reste de la semaine? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté d'objets ni fait de scène. J'ai simplement fait demi-tour, suis retourné dans le salon et j'ai commencé à jeter des vêtements dans un sac de sport que j'ai sorti du placard du couloir, mon ordinateur portable, des chargeurs, des articles de toilette, les choses pratiques dont on a besoin pour survivre quand sa vie implose. Justine m'a suivi, toujours torse nu, essayant toujours d'avoir la « conversation d'adulte » qu'il avait mentionnée,
agissant toujours comme si c'était une situation raisonnable qui pouvait être résolue par une discussion calme et une communication mature. Je suis parti sans dire un mot de plus, j'ai quitté l'appartement que j'avais aidé à payer, j'ai conduit jusqu'au parking d'un café à 5 km de là, et je suis resté assise dans ma voiture à pleurer jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer correctement. Puis j'ai appelé ma cousine Emma et lui ai demandé si je pouvais dormir sur son canapé pendant quelques jours le temps de comprendre quoi faire ensuite. C'était il y a 6 mois. Et maintenant, assise dans cette chambre de motel avec le mot d'Hélène et $70 000 en espèces, je comprenais que ce mardi avait été encore pire que je ne le pensais. La trahison n'avait pas été seulement personnelle. Elle avait été calculée, planifiée, partie de quelque chose de plus grand qui était lié à la mort de ma mère et à tout ce sur quoi Hélène avait passé ses dernières années à enquêter. Ils avaient joué un jeu à long terme, avec ma vie comme plateau. Et j'avais été trop confiante, trop naïve, trop désespérée de croire en la stabilité de la vie normale pour voir ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je vivais sur le canapé d'Emma depuis 5 jours quand j'ai reçu l'appel de Marcus. Ma cousine avait eu la gentillesse de me laisser rester dans sa chambre d'amis après que j'ai quitté l'appartement, et j'avais essayé de maintenir une apparence de normalité en allant travailler tous les jours comme si de rien n'était, prétendant que dormir chez quelqu'un d'autre avec toutes mes affaires dans un sac de sport n'était qu'un inconvénient temporaire plutôt qu'un signe que ma vie s'effondrait. Marcus m'a demandé de venir à son bureau lundi matin à la 1re heure. Sa voix au téléphone avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils sont sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles et veulent paraître compatissants. Je me suis dit que c'était probablement à propos d'un nouveau projet client ou peut-être d'une évaluation de performance qui avait été programmée il y a des mois. Je ne me suis pas permis de penser à l'alternative. Je suis arrivé à 8h15, portant des vêtements que j'avais repassés avec la planche d'Emma parce que je voulais avoir l'air professionnel et soigné même si j'avais l'impression de tenir à peine le coup. La porte du bureau de Marcus était ouverte, et il m'a fait signe d'entrer avec une expression qui aurait pu être de la sympathie ou de la satisfaction cachée derrière un masque professionnel. « Samantha » a-t-il dit, en désignant la chaise en face de son bureau. « Je dois vous parler de certains changements qui se produisent dans le département. » Je me suis assise, les mains jointes sur mes genoux, essayant de garder un visage neutre. Marcus a remué quelques papiers sur son bureau, sans vraiment me regarder, et j'ai senti mon estomac se nouer avant même qu'il ne commence à parler. Nous restructurons le département marketing en raison de contraintes budgétaires, a-t-il dit, en utilisant ce langage d'entreprise prudent conçu pour paraître officiel et impersonnel. Malheureusement, votre poste est supprimé. Nous offrons une indemnité de licenciement qui devrait vous aider pendant la transition. Il a fait glisser un dossier sur son bureau vers moi. Je n'y ai pas touché. Je l'ai simplement regardé, essayant de traiter ce qu'il disait pendant que mon cerveau hurlait que cela ne pouvait pas arriver. Pas maintenant. Pas alors que tout le reste s'effondrait déjà. Contrainte budgétaire, ai-je répété, entendant ma propre voix sonner lointaine et creuse. Nous venons de signer 3 nouveaux clients le mois dernier. J'ai vu les rapports trimestriels. Nous ne sommes pas en difficulté financière. L'expression de Marcus n'a pas changé. Ces décisions sont prises à des niveaux supérieurs à mon contrôle, Samantha. Je suis désolé, mais la décision est finale. Je voulais demander si cela avait quelque chose à voir avec Justine, peut-être que Marcus avait entendu parler de la séparation et avait décidé que j'étais un trop grand risque ou une distraction. Mais quelque chose dans son visage m'a arrêté, une lueur d'inconfort qui suggérait que poser des questions ne changerait rien et ne ferait que rendre la situation plus gênante pour nous deux. J'ai pris le dossier, quitté son bureau, et vidé mon bureau en 20 minutes. Personne n'a établi de contact visuel avec moi. Mes collègues sont soudainement devenus très intéressés par leurs écrans d'ordinateur où ont trouvé des raisons urgentes d'être en réunion. À 9h ce matin-là, je sortais de Brennan & Associates avec une boîte en carton contenant 4 ans de ma vie professionnelle et une indemnité de licenciement qui couvrait à peine 2 mois de loyer. Plus tard, bien plus tard, j'ai découvert que Marcus et Justine avaient été colocataires à l'université. Que leur lien avait toujours fait partie de l'architecture de ma vie sans que je le sache. Que mon travail n'avait jamais été aussi sûr que je l'avais cru. Qu'il avait toujours été conditionné au fait que je reste utile à des gens dont je ne comprenais pas les intentions. Mais assise dans ma voiture sur le parking ce matin-là, j'ai juste senti le sol se dérober à nouveau sous mes pieds, un autre pilier s'effondrer alors que j'essayais encore de retrouver mon équilibre après le premier coup. La procédure de divorce a commencé 2 semaines après que j'ai perdu mon travail. Justine a engagé Elisabeth Hartley, une avocate réputée pour gagner des affaires par une agressivité procédurale et une cruauté stratégique. Mon avocat était commis d'office,
un homme fatigué nommé Gerald Stokes, qui semblait avoir renoncé à croire en la justice quelque part au cours de la décennie précédente et se contentait de suivre l'émotion jusqu'à la retraite. Elisabeth a déposé des requêtes qui me dépeignaient comme instable, irresponsable, potentiellement dangereuse. Elle a utilisé le fait que j'avais perdu mon travail comme preuve de mon incapacité à fonctionner comme une adulte. Elle a souligné ma situation de logement temporaire, le fait que je dormais sur le canapé de ma cousine, comme preuve que je ne pouvais pas gérer ma propre vie. Chaque détail de ma situation actuelle est devenu une munition dans une stratégie juridique conçue pour justifier pourquoi Justine méritait de tout garder alors que je ne méritais rien. Le juge qui présidait notre affaire était Robert Cunningham, un homme d'une cinquantaine d'années qui avait une manière efficace de traiter ses dossiers, suggérant qu'il avait déjà pris ses décisions avant d'entendre le moindre témoignage. Chaque requête déposée par Elisabeth, le juge Cunningham l'approuvait. Chaque demande que Gerald faisait en mon nom, le juge la rejetait avec à peine un regard sur les pièces justificatives. Justine a gardé notre appartement parce que son nom était le premier sur l'hypothèque, même si j'avais contribué à parts égales à la compte et aux mensualités pendant 5 ans. Il a gardé notre voiture parce que j'avais manqué de paiement pendant le chaos qui a suivi la perte de mon emploi. Il a gardé les meubles que nous avions achetés ensemble, le compte d'épargne que nous avions constitué ensemble, les fonds de retraite auxquels j'avais contribué pendant des années. L'accord m'a laissé avec mes vêtements, mon ordinateur portable, et à peine assez d'argent pour couvrir 3 mois de loyer dans n'importe quel appartement que je pouvais réellement me permettre. Le pire n'était pas de perdre les biens matériels ou même la dévastation financière. C'était de voir Nathalie prendre la parole en tant que témoin de moralité contre moi. Elle portait un tailleur de créateur bleu marine que j'ai reconnu immédiatement. Nous l'avions choisi ensemble 2 ans plus tôt lors d'une virée shopping où nous avions passé un après-midi entier à essayer des vêtements et à rire dans les cabines d'essayage. Elle m'avait demandé mon avis sur ce tailleur précis, et je lui avais dit qu'il lui donnait un air professionnel et confiant. Maintenant, elle le portait pour témoigner contre moi au tribunal des affaires familiales. Elle s'est assise à la barre des témoins avec une posture parfaite, les mains jointes sur ses genoux, et a menti avec le genre de conviction qui vient de la pratique. Elle a dit au juge Cunningham que j'étais instable depuis des mois, que j'avais fait des commentaires inquiétants sur l'automutilation qui l'avait préoccupé, que j'étais devenu de plus en plus paranoïaque et difficile à vivre, que Justine était restée dans le mariage par obligation et par peur plutôt que par amour. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un seul mot. Mais Nathalie a livré chaque mensonge avec une calibration émotionnelle parfaite, sa voix se brisant légèrement au bon moment, son expression montrant de l'inquiétude mêlée de réticence, comme si témoigner contre moi était douloureux mais nécessaire pour mon propre bien. Le juge Cunningham a écouté avec une expression de préoccupation, hochant la tête avec sympathie, prenant des notes. Quand Gerald a essayé de la contre-interroger sur sa relation avec Justine, Elisabeth a objecté avant même qu'il ne puisse finir la question. Le juge a maintenu l'objection immédiatement, coupant court à toute ligne d'enquête qui aurait pu établir quand la liaison avait réellement commencé ou révéler que le témoignage de Nathalie pouvait être motivé par autre chose que de l'inquiétude pour mon bien-être. J'étais assise à la table de la défense, regardant ma meilleure amie de plus d'une décennie détruire systématiquement ce qui restait de ma crédibilité. Et j'ai compris que cela avait été coordonné. La liaison, la perte d'emploi, la procédure de divorce, tout cela avait été chronométré et exécuté avec une précision qui dépassait la coïncidence. Après la finalisation du divorce, Emma m'a laissé rester dans sa chambre d'amis pendant 3 semaines avant que son mari, David, ne commence à faire des commentaires acerbes sur le fait que je devais reprendre ma vie en main. Il ne me l'a jamais dit directement, mais je l'entendais parler à Emma dans leur chambre la nuit, sa voix traversant les murs fins. Elle ne peut pas rester ici indéfiniment. Tu ne l'aides pas en la laissant éviter de faire face à sa situation. Elle doit trouver son propre logement et commencer à se reconstruire au lieu de se cacher ici. Emma me défendait d'une voix fatiguée qui suggérait qu'elle était à court d'arguments. Elle traverse une période difficile. Elle a juste besoin d'un peu plus de soutien jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Mais je pouvais entendre le doute s'insinuer dans sa voix, l'épuisement de gérer la crise de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à chercher n'importe où ailleurs où aller avant qu'Emma ne doive me demander de partir et que nous devions toutes les deux prétendre que ce n'était pas inconfortable. Mon ancienne collègue Diane m'a offert son canapé pendant 10 jours, puis elle a décidé que ma présence apportait une énergie négative dans son espace et qu'elle avait besoin de se concentrer sur sa propre santé mentale. Une amie de l'université a dit que je pouvais rester avec elle pendant 1 semaine, puis s'est souvenu qu'elle avait de la famille en visite et avait besoin de la chambre d'amis. Une autre amie m'a laissé dormir sur son canapé pendant 5 jours avant que sa colocataire ne se plaigne d'avoir une étrangère dans leur appartement.
Tout le monde était sympathique jusqu'à ce que la sympathie devienne un inconvénient, jusqu'à ce que me soutenir nécessite un sacrifice réel et soutenu plutôt que de simples mots gentils et des gestes temporaires. Puis soudainement, ils se sont souvenus d'engagements antérieurs, d'obligations familiales, de limites personnelles qui signifiaient que je devais devenir le problème de quelqu'un d'autre. Je le comprenais à un certain niveau. Personne ne veut vivre indéfiniment avec la crise de quelqu'un d'autre. Personne ne veut que sa maison devienne un refuge pour une amie qui n'arrive pas à s'en sortir. Mais la vitesse à laquelle les gens ont retiré leur soutien m'a appris quelque chose sur la nature conditionnelle de la plupart des relations, sur la rapidité avec laquelle la compassion expire quand elle devient inconfortable. Quand j'ai finalement réussi à rassembler assez d'argent grâce à du travail en freelance sur les médias sociaux pour payer un tarif hebdomadaire au Crossroad Motel, cela m'a moins semblé toucher le fond que de trouver enfin un terrain qui ne se déroberait pas sous mes pieds. Au moins, le motel ne prétendait pas se soucier de moi. Au moins, Rita à la réception n'offrait pas de faux réconfort ou de sympathie temporaire qui s'évaporerait quand je deviendrais un inconvénient. La chambre 14 est devenue mon adresse, ma maison, l'endroit où je trouverais finalement une valise contenant $70 000 et un mot qui expliquait pourquoi ma destruction avait été si systématique et si complète. La chambre 14 du Crossroad Motel est devenue mon adresse 3 jours après que la dernière amie a cessé de répondre à mes appels. J'avais rassemblé $200 grâce à du travail en freelance sur les médias sociaux pour une boulangerie locale et une entreprise de toilettage pour animaux, qui payaient toutes deux par versements irréguliers arrivant des semaines après que j'ai soumis les factures. Le motel se trouvait près de l'autoroute 52, le genre d'endroit où le tarif hebdomadaire était affiché plus en évidence que le tarif à la nuit, et le panneau à l'entrée manquait de l'être depuis si longtemps que personne ne se donnait plus la peine de le réparer. La femme à la réception portait un badge nominatif indiquant « Rita » et une expression qui suggérait qu'elle avait été témoin de ce scénario exact des milliers de fois auparavant, des femmes seules avec des sacs de sport et des yeux désespérés, payant des tarifs hebdomadaires tout en prétendant que c'était temporaire. Elle n'a pas posé de questions sur la raison de ma présence ou sur la durée de mon séjour. Elle a juste pris mon argent, m'a tendu une clé attachée à une étiquette en plastique verte avec le numéro 14 gravé en chiffres dorés délavés, et a récité les règles d'une voix plate qui suggérait qu'elle avait dit ces mots si souvent qu'ils avaient perdu toute signification. Le tarif hebdomadaire inclut les charges. Le départ est à 11 h si vous partez. Pas de visiteurs après 22 h. La buanderie est à l'arrière, coûte $3 par machine. Les distributeurs automatiques acceptent les billets ou les pièces. Je l'ai remercié et j'ai porté mon sac de sport à travers le parking jusqu'à une porte qui avait été peinte en bleu à un moment donné dans un passé lointain mais qui s'était décolorée en une couleur qui ne pouvait pas tout à fait décider ce qu'elle voulait être. La clé s'est coincée dans la serrure, m'obligeant à la remuer 3 fois avant que le mécanisme ne cède enfin et me laisse entrer. La chambre sentait des décennies de fumée de cigarettes superposées à un nettoyant industriel, les deux odeurs se livrant une guerre qu'aucune des deux ne pouvait gagner. La moquette était d'un motif marron conçu pour cacher les taches, ce qui signifiait qu'elle en cachait probablement des décennies. Le lit s'affaissait au milieu comme s'il avait renoncé à supporter quoi que ce soit, y compris les espoirs des gens. Une petite table se trouvait à côté de la fenêtre avec 2 chaises dépareillées, et une télévision du début des années 2000 était posée sur une commode dont les tiroirs ne fermaient pas correctement. La salle de bain était minuscule, avec une cabine de douche qui avait connu de meilleurs jours et un miroir qui rendait tout légèrement jaune. C'était ma maison maintenant. C'est à cela que ma vie avait été réduite, une chambre qui facturait à la semaine dans un motel où personne ne posait de questions parce que poser des questions pourrait nécessiter de se soucier des réponses. J'ai essayé d'établir une sorte de routine pour ne pas m'effondrer complètement. Je me réveillais tôt, préparais du café instantané avec la petite cafetière fournie avec la chambre, et passais les matins à postuler à des emplois en ligne, des postes de coordinatrice marketing, de gestionnaire de médias sociaux, tout ce qui semblait vaguement lié à mon expérience et à mes qualifications. J'envoyais des dizaines de candidatures chaque semaine, personnalisant les lettres de motivation et mettant à jour mon CV pour correspondre à ce que l'offre d'emploi semblait le plus valoriser. Personne ne rappelait. Personne n'envoyait même de courriel de refus. Mes candidatures disparaissaient dans le vide numérique que les entreprises utilisaient pour trier des centaines de candidats désespérés, et je n'entendais rien. L'après-midi, je travaillais sur tous les projets en freelance que je pouvais trouver, de petites entreprises qui avaient besoin de quelqu'un pour gérer leur page Facebook ou rédiger des bulletins d'information par courriel ou concevoir des graphiques pour des promotions. Le travail était mal payé et arrivait sporadiquement, mais c'était suffisant pour couvrir mon tarif de motel hebdomadaire avec un peu d'argent restant pour la nourriture. Le dîner était généralement des nouilles instantanées préparées au micro-ondes. Parfois, je me faisais plaisir avec une boîte de soupe ou un plat surgelé de la supérette à 2 pâtés de maison.
Je mangeais assise sur le bord du lit, regardant des émissions de télévision qui ne m'intéressaient pas juste pour avoir un bruit qui n'était pas le son de mes propres pensées. Mes voisins étaient pour la plupart invisibles. Il y avait un chauffeur de poids lourd nommé Dal qui garait son camion dans le coin le plus éloigné du parking et me faisait un signe de tête parfois quand nos chemins se croisaient, mais nous ne nous sommes jamais parlé. Une femme qui travaillait de nuit à l'hôpital gardait ses rideaux fermés en permanence et allait et venait à des heures étranges. Un homme d'une 60aine d'années vivait dans la chambre à côté de la mienne et jouait de la musique country à un volume juste assez bas pour que je ne puisse pas me plaindre mais assez fort pour que je puisse l'entendre à travers les murs fins. J'évitais de me regarder dans le miroir de la salle de bain parce que je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait. Elle avait le même visage que j'avais toujours eu, mais quelque chose de fondamental avait changé dans ses yeux. Quelque chose s'était brisé et n'avait pas bien guéri, la laissant avec un air vide et défait qui me faisait honte. C'était ma vie maintenant. C'est à cela que ressemblaient la trahison et la destruction systématique, une chambre de motel qui sentait la fumée et l'échec, des repas coûtant moins de $2, et la compréhension écrasante que personne ne viendrait me sauver parce que tous ceux qui auraient pu se soucier de moi avaient déjà décidé que j'étais trop de problèmes. Je vivais dans la chambre 14 depuis 3 semaines quand j'ai remarqué la valise sous le lit. Je ne l'ai trouvée que parce que j'ai fait tomber mon chargeur de téléphone et qu'il avait roulé sous le cadre du lit. Je me suis mise à 4 pattes pour le récupérer, tendant la main dans l'espace poussiéreux entre le lit et le sol, et ma main a heurté quelque chose de solide, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Je l'ai sorti à la lumière, une vieille valise, en cuir marron usé avec des coins en laiton qui s'étaient oxydés en un verre terne. Elle ressemblait à quelque chose d'une autre époque, le genre de bagage que les gens utilisaient avant que tout ne devienne en plastique et jetable. Une étiquette à bagage était attachée à la poignée avec de la ficelle. Et quand je l'ai retournée pour lire ce qui y était écrit, mes mains se sont mises à trembler. Samantha Marie Garrett. Mon nom complet, écrit d'une écriture que j'aurais reconnue n'importe où, l'écriture précise et soignée de ma tante Hélène. Je me suis assise par terre, tenant la valise, essayant de comprendre comment elle était arrivée là. Hélène était morte il y a 9 mois. J'avais assisté à ses funérailles, m'étais tenu près de sa tombe, les avais regardés descendre son cercueil dans la terre. Elle avait vécu seule pendant des décennies, était morte seule dans sa maison, entourée de classeurs et de vieux journaux, et tout le monde avait dit que c'était triste mais pas surprenant, étant donné la façon dont elle s'était isolée avec ses théories du complot et ses avertissements paranoïaques sur le fait de faire confiance aux mauvaises personnes. Comment sa valise avait-elle pu se retrouver sous mon lit dans une chambre de motel où je ne vivais que depuis 3 semaines? Avait-elle su d'une manière ou d'une autre que je finirais ici? L'avait-elle laissée à Rita à la réception avec des instructions pour la mettre dans la chambre que je finirais par louer? La logistique semblait impossible, mais la preuve était juste devant moi, mon nom écrit de la main indubitable d'Hélène. La valise était fermée par 2 loquets en laiton avec de petits mécanismes à clé. Je l'ai retournée, vérifiant les côtés et le fond, et j'ai trouvé un petit sac en plastique collé en dessous. À l'intérieur du sac se trouvait une clé. Hélène avait toujours été paranoïaque, mais elle avait aussi été pratique d'une manière qui n'avait de sens que pour elle. Elle cachait des choses à la vue de tous, laissait des indices qui exigeaient de regarder attentivement, faisant confiance à la bonne personne pour trouver ce qu'elle avait laissé derrière elle. J'ai décollé le ruban adhésif, retiré la clé du sac en plastique, et ouvert la valise avec des mains qui ne cessaient de trembler. À l'intérieur, il y avait de l'argent. 70 000 $ en espèces, regroupés avec des élastiques, principalement des billets de 100 $ avec quelques billets de 50 mélangés. Les billets sentaient légèrement la naphtaline et les vieux livres, comme s'ils avaient été stockés quelque part pendant des années avant d'être emballés dans cette valise. Sous l'argent se trouvait un billet d'avion, imprimé sur un papier qui avait commencé à jaunir légèrement sur les bords. Portland, Oregon. Date de départ, dans 4 jours. Et sous le billet se trouvait un mot manuscrit sur du papier jaune légal dans l'écriture distinctive d'Hélène. Samantha. Ceci n'est que de l'argent de voyage. La vraie fortune attend à cette adresse. Ne fais pas confiance à Justine. Ne fais pas confiance à Nathalie. Il planifie cela depuis avant ton mariage. Finis ce que ta mère a commencé avant qu'il ne la réduise au silence. La vérité est importante. Utilise-la à bon escient. J'ai lu ces mots 3 fois, chaque lecture les rendant à la fois plus impossibles et plus vrais. Ne fais pas confiance à Justine. Ne fais pas confiance à Nathalie. Il planifiait cela depuis avant mon mariage. Ma mère, Catherine, était morte il y a 6 ans dans ce que tout le monde disait être un accident de voiture. Tard le soir sur une route pluvieuse.
sa voiture enroulait autour d'un arbre sur un trajet qu'elle avait emprunté des centaines de fois. Le rapport de police disait qu'elle roulait trop vite, qu'elle s'était peut-être endormie au volant. Un accident tragique, mais rien de suspect. Hélène avait insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas. Elle s'était tenue aux funérailles, m'avait prise à part pendant la réception, et m'avait dit dans un murmure urgent que ma mère enquêtait sur une fraude financière dans l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait, que sa mort était trop opportune, que le moment n'avait pas de sens, que je devais faire attention à qui je faisais confiance. J'ai rejeté cela comme étant le chagrin se transformant en paranoïa. Tout le monde l'avait fait. Hélène voyait toujours des complots, mettait toujours en garde contre la corruption des entreprises, distribuait toujours des brochures sur des choses que personne d'autre ne croyait être de vrais problèmes. Nous avions tous appris à hocher poliment la tête et à changer de sujet. Maintenant, j'étais assise par terre dans une chambre de motel, tenant 70 000 $ en espèces et un mot qui disait que ma tante avait eu raison sur toute la ligne. J'ai passé cette nuit dans la chambre 14, à regarder l'argent et le mot, incapable de dormir, incapable de penser à autre chose qu'au choix qu'Hélène me forçait à faire. Au matin, j'ai décidé que je n'allais pas fuir. J'en avais assez d'être la personne à qui les choses arrivent. J'en avais assez de disparaître pendant que les gens qui avaient détruit ma vie avançaient sans conséquence. J'ai fait mon sac de sport avec les quelques biens qui comptaient, quelques vêtements, mon ordinateur portable, les 70 000 $ emballés dans un sac étanche. J'ai laissé un mot à Rita à la réception disant que j'avais payé pour la semaine mais que je ne reviendrais pas, et elle m'a regardé avec une expression qui aurait pu être de l'inquiétude ou du soulagement que son problème de locataire hebdomadaire se résolve de lui-même. Bonne chance, a-t-elle dit, ce qui aurait pu signifier n'importe quoi. Le vol pour Portland partait tôt un jeudi matin d'un aéroport régional à 40 minutes de là. Je l'avais réservé avec l'argent d'Hélène et j'ai passé tout le trajet à essayer de ne pas penser à ce que je faisais réellement. Traverser le pays en avion pour suivre les instructions d'une tante décédée que tout le monde avait traitée de paranoïaque. Poursuivre une théorie du complot qui reliait la liaison de mon mari à la mort de ma mère 6 ans plus tôt. Croire que la destruction systématique de ma vie faisait partie de quelque chose de plus grand et de plus calculé qu'une simple trahison. Quand je le disais comme ça sonnait faux. Mais le mot d'Hélène était dans mon sac, et l'argent était réel, et le billet d'avion portait mon nom. Folie ou pas, j'y allais. La compagnie aérienne était l'une de ces compagnies à bas prix qui facturent des suppléments pour tout, y compris le droit de respirer. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti quand ils ont essayé de me faire payer 15 $ pour un sac de sport qui pesait moins que la plupart des tout-petits. J'ai payé parce que discuter ne valait pas l'énergie, puis j'ai passé 3 heures coincé entre un homme d'affaires en costume cher qui monopolisait les 2 accoudoirs comme s'il avait payé un supplément pour ce privilège, et un étudiant qui regardait des vidéos sur son téléphone sans écouteurs comme une sorte de sociopathe. Je n'ai pas dormi. Les sièges étaient conçus par des gens qui détestaient activement la colonne vertébrale humaine. Mais ce n'était pas vraiment la raison pour laquelle je suis resté éveillé. Mon esprit ne cessait de tourner en boucle sur des questions qui n'avaient pas de réponse facile. Qu'avait découvert ma mère qui la rendait assez dangereuse pour être tuée? Jusqu'où allait réellement l'implication de Justine et Nathalie? Une partie de ma relation avec Justine avait-elle été réelle? Ou tout cela n'avait-il été qu'une performance depuis le tout début? Y avait-il eu des moments authentiques mêlés aux mensonges, où chaque baiser et chaque déclaration d'amour avait-il été une manipulation calculée? L'homme d'affaires à côté de moi n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au sac de sport que je tenais sur mes genoux, se demandant probablement pourquoi je le serrais comme s'il contenait quelque chose d'irremplaçable au lieu de le ranger dans le compartiment supérieur comme une personne normale. J'avais envie de lui dire qu'il contenait 70 000 $ et peut-être la clé pour comprendre pourquoi toute ma vie avait été systématiquement démantelée. Mais je me suis contenté de regarder par le hublot l'obscurité ponctuée de lumières éparses en bas, des villes et des villages pleins de gens dont la vie avait probablement un sens pour eux, contrairement à la mienne. Portland m'a accueilli avec un ciel gris et une pluie qui semblait différente de la pluie de chez moi, plus froide, plus lourde, le genre d'humidité qui s'infiltre à travers les vêtements et s'installe dans les os. J'ai loué une voiture en utilisant une partie de l'argent d'Hélène et une carte de crédit que j'évitais parce qu'elle était probablement proche de son plafond. L'agent de location m'a à peine regardé, traitant simplement les formalités avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait cette transaction 10 000 fois et avait cessé de s'en soucier vers la transaction numéro 50. L'adresse qu'Hélène avait écrite m'a conduit hors de la ville vers le lac Oswego, une banlieue qui semblait tranquille d'une manière qui suggérait l'argent, l'intimité et des voisins qui se mêlaient de leurs propres affaires. Le GPS m'a guidé à travers des rues bordées d'arbres matures et de maisons en retrait de la route, chaque propriété maintenant une distance polie avec ses voisines. La maison d'Hélène se trouvait au bout d'une impasse,
une petite maison de plain-pied qui semblait avoir été construite dans les années 70 et n'avait pas été beaucoup rénovée depuis. Les fenêtres étaient sombres. La pelouse avait poussé à l'état sauvage, l'herbe atteignant des hauteurs qui suggéraient que personne ne l'avait tondue depuis des mois. L'allée était fissurée, des mauvaises herbes poussant à travers le bitume. C'était le genre de propriété qui criait « Quelqu'un est mort ici », et personne ne sait encore quoi en faire. Je me suis garé dans l'allée et suis resté assise dans la voiture de location pendant une minute entière, le moteur en marche, essayant de décider si j'étais réellement assez courageuse pour aller jusqu'au bout. Le mot d'Hélène m'avait donné une adresse et m'avait dit que la vérité attendait ici. Mais si la vérité était pire que les mensonges? Et si ce que je trouvais dans cette maison rendait tout plus compliqué au lieu de fournir la clarté que j'espérais désespérément? J'ai coupé le moteur et je suis sorti avant de pouvoir me dissuader. La porte d'entrée était verrouillée, mais Hélène avait laissé une deuxième clé dans la valise, scotchée à l'intérieur d'une petite enveloppe marquée « Maison ». Je suis entré, pénétrant dans un air qui sentait le renfermé et le non dérangé, l'odeur particulière d'un endroit où personne n'avait ouvert une fenêtre, cuisiné un repas ou vécu une vie réelle depuis des mois. L'intérieur était exactement ce à quoi je m'attendais d'après les descriptions familiales de la situation de vie d'Hélène, des livres partout, empilés sur des étagères, amoncelés sur des tables et alignés le long des plinthes. Des classeurs dans le salon là où la plupart des gens auraient mis un canapé. Des papiers organisés dans des boîtes avec des étiquettes écrites de la main précise d'Hélène. La cuisine semblait à peine utilisée, juste une cafetière, un micro-ondes et un évier plein de vaisselle que personne n'avait lavé avant sa mort. Mais le mot m'avait dirigé vers la cabane derrière la maison, pas la maison elle-même. J'ai traversé jusqu'à la porte arrière et suis sorti dans un jardin envahi par la végétation où l'herbe et les mauvaises herbes avaient pris le dessus sur ce qui aurait pu être une tentative de jardin. La cabane se trouvait dans le coin le plus éloigné, une structure d'environ 3 mètres sur 3,5 mètres, avec des serrures plus récentes sur la porte que tout le reste de la propriété. Ce détail a immédiatement attiré mon attention. Tout le reste avait l'air vieux et négligé, mais ces serrures étaient récentes, industrielles, le genre de matériel que l'on utilise quand on protège quelque chose d'important. J'ai utilisé la troisième clé qu'Hélène avait laissée, celle-ci marquée « cabane », et la serrure s'est ouverte en douceur, comme si elle avait été récemment entretenue. À l'intérieur, la cabane était organisée d'une manière qui faisait paraître la maison chaotique en comparaison. Des classeurs bordaient un mur, chaque tiroir étiqueté avec des années allant des années 1980 à l'année dernière. Des boîtes étaient empilées le long d'un autre mur, indexées avec le genre de précision que l'on trouverait dans des archives professionnelles. Et dans le coin arrière, partiellement caché sous une bâche et quelques pots de peinture stratégiquement placés, il y avait une trappe dans le sol. J'ai déplacé les pots de peinture et retiré la bâche. La trappe avait une poignée et une serrure. Et quand j'ai essayé la quatrième clé qu'Hélène avait laissée, elle s'est ouverte pour révéler une échelle descendant dans l'obscurité. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et suis descendu dans ce qui s'est avéré être un vide sanitaire qui avait été converti en une salle de preuve climatisée. L'espace mesurait peut-être 2 mètres de haut et 4 mètres carrés, éclairé par des bandes de DEL à piles qui se sont allumées quand j'ai atteint le bas de l'échelle. L'air était frais et sec, maintenu par un déshumidificateur qui bourdonnait doucement dans le coin. Des classeurs, d'autres boîtes, une table avec un ordinateur portable, et ce qui ressemblait à un vieux lecteur de cassettes, et dispersés partout, des photographies et des documents protégés dans des pochettes en plastique transparent. Hélène avait passé des années à construire cela, une archive secrète documentant quelque chose qu'elle croyait valoir la peine de préserver, même si tout le monde pensait qu'elle était paranoïaque de le faire. J'ai commencé par les photographies parce qu'elles étaient juste devant moi, disposées sur la table comme des preuves dans un procès. La première que j'ai prise a fait trembler mes mains si fort que j'ai failli la laisser tomber, ma mère, Catherine, debout entre Justine et Nathalie lors de ce qui était clairement une sorte de conférence. Tous les trois portaient des badges nominatifs et des tenues de bureau décontractées, souriant à l'appareil photo comme des collègues qui se connaissaient bien. La bannière en arrière-plan disait « Sommet annuel de la recherche de Meridian Pharmaceuticals ». La date imprimée en bas de la photo était il y a 8 ans. 8 ans, 2 années complètes avant que je ne rencontre supposément Justine par hasard lors d'un dîner, 2 ans avant le début de notre relation. J'ai regardé cette photographie, mon cerveau essayant de construire des explications qui me permettraient de m'accrocher à n'importe quelle partie du récit que j'avais cru sur ma propre vie. Peut-être qu'ils s'étaient rencontrés brièvement à une conférence et l'avaient oublié. Peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être que la photo était mal étiquetée. Mais je savais mieux. Ce n'était pas une coïncidence. Justine ne m'avait pas rencontré par accident.
Il avait été placé dans ma vie délibérément, une relation cultivée par des gens qui avaient besoin d'accéder à ma mère et me voyaient comme le point d'entrée le plus facile. J'avais été une cible avant d'être une petite amie, une proie avant d'être une épouse. Et chaque moment d'intimité, chaque déclaration d'amour, chaque promesse sur notre avenir ensemble avait été une performance artistique au service de quelque chose que je ne commençais que maintenant à comprendre. J'ai posé la photographie avec des mains tremblantes et j'ai attrapé le lecteur de cassette. Le lecteur de cassette était vieux, un de ces modèles portables des années 1980 avec des haut-parleurs intégrés et une poignée de transport. À côté se trouvait une pile de cassettes, chacune étiquetée de la main d'Hélène avec des dates, des noms et de brèves descriptions. J'ai pris la première cassette de la pile, étiquetée Justine Garrett et Richard Moss. Mars 2019. Discussion sur l'état de l'enquête de Catherine Vaughan. Le nom de ma mère, écrit là de la main soignée d'Hélène, m'a serré la poitrine. J'ai chargé la cassette dans le lecteur, appuyé sur lecture, et j'ai entendu du bruit statique suivi de voix qui m'ont glacé les mains. La première voix appartenait à Justine. J'avais entendu cette voix tous les jours pendant 7 ans, l'avais écouté me dire qu'il m'aimait, l'avais écouté faire des promesses sur notre avenir ensemble. Maintenant, je l'entendais discuter de ma mère comme si elle était un problème à résoudre. Catherine se rapproche trop, a dit Justine, son ton professionnel est totalement dépourvu d'émotion. Elle a fait des copies des données des essais, et elle a rencontré quelqu'un à la FDA. Je ne sais pas encore qui, mais je travaille à le découvrir par l'intermédiaire de Samantha. Une deuxième voix a répondu, plus âgée et plus autoritaire. Ce devait être Richard Moss. Nous ne pouvons pas laisser cela devenir public. Les approbations que nous avons obtenues valent des milliards. Si elle expose la manipulation des données, nous risquons des accusations criminelles et la fin de l'entreprise. Pouvez-vous la contenir par l'intermédiaire de la fille? J'ai essayé, a dit Justine. Mais Catherine ne discute pas des détails de son travail avec Samantha. Elle est protectrice, pense qu'elle protège sa fille en ne l'impliquant pas dans ce sur quoi elle enquête. Cela rend mon travail plus difficile parce que Samantha ne sait rien d'utile. Alors nous devons envisager d'autres options, a dit Richard, et quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Des solutions plus permanentes. Nous ne pouvons pas tout risquer parce qu'une comptable a développé une conscience. J'ai mis la cassette en pause parce que je ne pouvais plus respirer correctement. Il discutait du meurtre de ma mère, le planifiant comme une décision commerciale, pesant les options et considérant les stratégies. Et Justine, l'homme que j'avais épousé, l'homme avec qui j'avais construit une vie, faisait partie de cette conversation. Il m'avait utilisé pour essayer de recueillir des informations sur ce que ma mère savait. Et quand cela n'a pas fonctionné, il avait participé à la planification de son meurtre. Je me suis forcé à appuyer de nouveau sur lecture. Il y a des moyens de faire en sorte que cela ressemble à un accident, a poursuivi Richard. Nous avons des gens spécialisés dans ce genre de problème. Les accidents de voiture arrivent tout le temps, surtout les nuits pluvieuses sur des routes dangereuses. Personne ne remet cela en question. Et après, a demandé Justine. Si Catherine meurt, Samantha sera dévastée. Elle s'appuiera sur moi pour la soutenir, ce qui me donnera plus d'accès à sa vie. Mais il y a aussi cette tante, Hélène. Elle est paranoïaque et méfiante de tout. Si Catherine meurt, Hélène va commencer à poser des questions. Laisse-la demander, a dit Richard avec dédain. Personne ne prend Hélène Vaughan au sérieux. Elle crie au loup sur la corruption des entreprises depuis des décennies. Si elle commence à prétendre que la mort de Catherine n'était pas un accident, les gens penseront simplement qu'elle est de nouveau paranoïaque. La clé est de s'assurer qu'il n'y a rien de concret à trouver pour elle. Nous nettoyons tout à fond, nous nous assurons que l'enquête sur l'accident est gérée par des gens en qui nous pouvons avoir confiance, et nous passons à autre chose. L'enregistrement a continué pendant encore 20 minutes, détaillant la logistique et les éventualités, discutant du meurtre de ma mère avec le même ton que les gens utilisent pour planifier des vacances ou organiser un projet de travail. Quand il s'est finalement terminé, je suis resté assise dans le silence de l'archive souterraine d'Hélène, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Justine n'avait pas seulement eu une liaison. Il avait été un infiltré depuis le début, placé dans ma vie spécifiquement pour surveiller l'enquête de ma mère sur Meridian Pharmaceuticals. Il m'avait courtisé, m'avait demandé en mariage, m'avait épousé, tout cela dans le cadre d'une stratégie pour accéder à des informations qui pourraient menacer un stratagème de fraude de plusieurs milliards de dollars. Et quand m'utiliser n'a pas fonctionné, quand ma mère a gardé son enquête séparée de sa vie de famille, ils l'ont tué et ont fait passer cela pour un accident par une nuit pluvieuse.
J'ai trouvé d'autres cassettes, des conversations entre Nathalie et une personne nommée Dr Sarah Chin, apparemment la tante de Nathalie et une chercheuse principale chez Meridian. Ces enregistrements ont révélé que Nathalie avait été chargée de se lier d'amitié avec moi après la mort de ma mère pour s'assurer que je reste isolé et gérable, pour surveiller si je montrais des signes d'enquête sur ce qui s'était réellement passé. Chaque soirée 20 du jeudi avait été une surveillance. Chaque conversation à cœur ouvert avait été une collecte de données. Toute notre amitié avait été fabriquée. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise dans ce vide sanitaire à écouter des enregistrements, à lire des documents, à reconstituer toute l'étendue de ce qui avait été fait à ma mère et à moi. Des heures, peut-être, assez longtemps pour que mon dos me fasse mal d'être assise sur le sol en béton et que mes yeux me brûlent de lire à la lumière des DEL. Finalement, j'ai trouvé l'ordinateur portable qu'Hélène avait laissé. Il était branché sur une multiprise, sa batterie indiquant une charge complète. Un mot attaché à l'écran disait « Lis ceci en premier », avec une flèche pointant vers un fichier vidéo sur le bureau étiqueté « Pour Samantha ». J'ai ouvert le fichier, et le visage d'Hélène a rempli l'écran. Elle ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de la dernière fois que je l'avais vue lors d'une fête de famille il y a 2 ans, bien que visiblement malade. Son visage était tiré, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait la caméra, mais ses yeux étaient vifs et concentrés. Elle portait un cardigan que je reconnaissais, bleu marine avec des boutons en bois, le même qu'elle avait porté à chaque réunion de famille depuis 10 ans. « Samantha » a-t-elle commencé, sa voix stable malgré la détérioration physique visible sur son visage. « Si tu regardes ceci, cela signifie que je suis morte et que tu as trouvé mes archives, ce qui signifie que tu es probablement en colère, confuse, et que tu te demandes pourquoi je ne t'ai rien dit de tout cela de mon vivant. » Elle a fait une pause pour prendre une gorgée d'eau d'une bouteille posée juste hors champ. La réponse est que j'ai essayé. Je t'ai mise en garde contre Justine à ta fête de fiançailles. Je t'ai prise à part et je t'ai dit de faire attention, que quelque chose chez lui ne me semblait pas juste. Je t'ai dit de regarder comment Nathalie se comportait avec lui, de prêter attention aux petites choses qui ne collaient pas tout à fait. Tu as pensé que j'étais paranoïaque. Tu as dit que je voyais des complots partout et que je devais te laisser vivre ta propre vie sans interférence. L'expression d'Hélène s'est légèrement adoucie. Et je ne t'en veux pas pour ça. J'avais passé des décennies à être le membre de la famille que tout le monde décrivait comme difficile et excentrique. Celle qui distribuait des brochures sur la corruption d'entreprises à Thanksgiving. Celle qui mettait en garde contre les gens au sourire parfait et aux explications pratiques. Au moment où j'ai essayé de te mettre en garde contre Justine, tu avais déjà appris à rejeter tout ce que je disais comme de la paranoïa. Elle a légèrement ajusté l'angle de la caméra, se penchant en avant. Ta mère, Catherine, était ma meilleure amie bien avant d'être ta mère. Nous avons grandi en nous protégeant l'une l'autre, et quand elle a découvert ce que Meridian faisait, elle est venue me voir en premier parce qu'elle savait que je l'aiderais à tout documenter correctement. Nous avons passé des mois à monter un dossier, à collecter des preuves, à nous préparer à aller voir les autorités fédérales. Puis elle est morte dans cet accident pratique, et j'ai su exactement ce qui s'était passé, même si je ne pouvais pas encore le prouver. Hélène a toussé, couvrant sa bouche avec un mouchoir. Quand elle l'a retiré, j'ai pu voir du sang sur le tissu blanc. J'ai passé les 6 dernières années de ma vie à collecter les preuves avec lesquelles tu es assise en ce moment. Chaque document, chaque enregistrement, chaque piste financière. Je l'ai fait parce que j'aimais ta mère et parce que je t'aime. Parce que je ne pouvais pas les laisser s'en tirer après avoir tué Catherine et détruit ta vie sans aucune conséquence. Elle a regardé directement la caméra avec une intensité qui donnait l'impression qu'elle était dans la pièce avec moi. Tu as 2 choix, Samantha, tout comme ta mère avait 2 choix avant qu'il ne la tue. Tu peux prendre l'argent que je t'ai laissé et disparaître. Changer d'identité, déménager loin, vivre confortablement et en sécurité, et ne jamais regarder en arrière. Personne ne te reprocherait de choisir la survie plutôt que la justice. Tu as déjà tant perdu. Tu mérites la paix si c'est ce que tu veux. Hélène a toussé de nouveau, plus fort cette fois, et a dû faire une longue pause avant de continuer. Ou tu peux te battre. Tu peux utiliser tout ce que j'ai collecté et réduire ces gens en cendres. Dénoncer Meridian. Dénoncer Justine et Nathalie et tous ceux qui ont participé au meurtre de ta mère et à ta destruction. Ce ne sera pas facile. Ils ont de l'argent, des avocats, des relations politiques. Tu seras menacé. Tu seras harcelé. Tu pourrais être en danger. Mais Samantha, si tu te bats, tu pourrais réellement gagner. Et même si tu ne gagnes pas complètement,
tu leur feras payer le prix de ce qu'ils ont fait. Elle a souri alors, ce sourire en coin dont je me souvenais de mon enfance quand elle me donnait des biscuits en plus ou me laissait veiller tard pour lire dans sa bibliothèque. Quoi qu'il en soit, tu auras une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Ta mère serait fière de toi, peu importe ce que tu choisis. Mais je pense que nous savons toutes les deux quel choix te permet de dormir la nuit. L'expression d'Hélène est redevenue sérieuse. Je t'aime, Samantha. Ne les laisse pas gagner. Elle a attrapé quelque chose hors champ, puis a regardé à nouveau l'écran. Oh, et il y a une dernière chose que je n'ai pas mentionnée dans les documents écrits. Mountain Pacific Credit Union, numéro de compte 7743. Le mot de passe est le numéro d'employé de ta mère chez Meridian. C'est la vraie fortune. Les 70 000 $ dans la valise ne sont que de l'argent de voyage. Utilise ce qu'il y a dans ce compte pour te battre ou pour fuir, mais pour l'amour de Dieu, utilise-le. La vidéo s'est terminée avec Hélène tendant la main vers la caméra, puis l'écran est devenu noir. Je suis resté assise à regarder l'écran vide pendant un long moment avant de sortir mon téléphone et de chercher le numéro de téléphone de la Mountain Pacific Credit Union. L'appel à la Mountain Pacific Credit Union a pris 45 minutes de navigation dans des menus automatisés avant que je n'atteigne enfin un être humain. Je leur ai donné le numéro de compte qu'Hélène avait mentionné, et la représentante est restée silencieuse assez longtemps pour que je pense que l'appel avait été coupé. Madame, a-t-elle dit finalement, sa voix soudainement beaucoup plus professionnelle. Je vais devoir vous transférer à notre division de gestion de patrimoine. Veuillez patienter. La musique d'attente était du piano classique qui semblait être joué sous l'eau. Après ce qui a semblé une éternité, une femme nommée Patricia a pris la ligne et m'a demandé de vérifier mon identité en utilisant le numéro d'employé de ma mère comme mot de passe. Quand je lui ai donné les chiffres, elle a fait une pause un moment avant d'expliquer dans un langage prudent qu'Hélène avait établi une fiducie à mon nom. La fiducie contient des portefeuilles d'actions, des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle que votre mère a sécurisés avant sa mort, a dit Patricia. La valeur totale est d'environ 14 millions de $, structurée pour la protéger des contestations judiciaires et garantir que seul vous pouvez y accéder. 14 millions de $. Les mots ne semblaient pas réels. Ils sonnaient comme un dialogue d'un film sur la vie de quelqu'un d'autre, pas la mienne. J'étais assise dans l'archive souterraine d'une femme morte, entourée de preuves de complot et de meurtre, et on me disait maintenant que j'avais accès à plus d'argent que je ne pouvais correctement le comprendre. Hélène avait passé 6 ans non seulement à collecter des preuves, mais aussi à construire une fondation financière qui me permettrait de me battre sans être détruite par les frais de justice et les batailles judiciaires sans fin. Elle avait emballé la justice comme un cadeau et l'avait laissée avec suffisamment de ressources pour l'obtenir réellement. J'ai choisi de me battre. En utilisant les coordonnées qu'Hélène avait laissées dans ses dossiers, j'ai appelé l'agente Maria Torres du bureau local du FBI de Portland. Elle a répondu à la 3e sonnerie avec un ton qui suggérait qu'elle était occupée et n'avait pas de temps à perdre pour la raison de mon appel. Ici Torres. Je m'appelle Samantha Garrett, ai-je dit, entendant ma propre voix trembler légèrement. Ma tante, Hélène Vaughn, m'a laissé des informations sur une affaire que je pense que vous essayez de monter contre Meridian Pharmaceuticals. Le silence à l'autre bout du fil a duré assez longtemps pour que je vérifie mon téléphone pour m'assurer que l'appel n'avait pas été coupé. Où êtes-vous en ce moment, a demandé Maria, son ton complètement changé. À Lake Oswego, sur la propriété de ma tante. Ne bougez pas. J'arrive. Ne parlez à personne d'autre de cela. Ne touchez à rien d'autre. Et quoi qu'Hélène vous ait laissé, attendez-moi. Je serai là dans 40 minutes. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Maria est arrivée en 35 minutes, ce qui suggère qu'elle avait conduit plus vite que ce qui était probablement légal. Elle avait la fin de la quarantaine, avec des mèches grises dans ses cheveux sombres attachés en une queue de cheval pratique, portant un jean et un blazer avec un badge du FBI attaché à sa ceinture. Elle m'a regardé debout dans le jardin envahi par la végétation d'Hélène avec une expression qui était à la fois scepticisme et espoir. « Montrez-moi » a-t-elle dit. Je l'ai conduite à la cabane, descendu l'échelle dans l'archive souterraine, et j'ai vu son visage changer alors qu'elle découvrait les classeurs, les boîtes, la documentation organisée de 6 ans d'enquête. Elle a mis des gants en latex avant de toucher quoi que ce soit, sortant des dossiers et lisant avec une intensité qui m'a fait comprendre pourquoi Hélène lui avait fait confiance. Votre tante était soit l'enquêtrice la plus méticuleuse que j'ai jamais rencontrée, soit elle était complètement brillante, a dit Maria après environ 20 minutes d'examen des documents. Probablement les deux. C'est suffisant pour ouvrir une enquête fédérale.
Nous parlons d'accusations de complot, de fraude, possiblement de meurtre si nous pouvons prouver que l'accident de voiture a été arrangé. Samantha, vous venez de me donner une affaire qui pourrait faire tomber une grande entreprise pharmaceutique. L'enquête qui a suivi s'est déroulée avec une lenteur bureaucratique que Maria m'a assuré être normale lors de la constitution de dossiers contre des entreprises disposant de milliards d'actifs et d'armées d'avocats. Des assignations à comparaître devaient être rédigées, examinées, approuvées par des juges. Les relevés bancaires devaient être gelés, ce qui nécessitait des mandats, qui nécessitait une cause probable, qui nécessitait plus de paperasse que je ne l'aurais cru possible. D'anciens employés de Méridian qui avaient été licenciés ou avaient démissionné dans des circonstances suspectes ont été interrogés. Le réseau informel de lanceurs d'alerte de l'industrie pharmaceutique a commencé à émerger, partageant leurs propres histoires de fraude et de représailles. Maria m'a aidé à trouver un petit appartement à Portland, un 2 pièces dans un vieil immeuble avec des parquets qui craquaient et des fenêtres qui tremblaient chaque fois que les trains passaient sur les voies à 2 pâtés de maison. C'était infiniment mieux que la chambre 14 du Crossroad Motel, mais je l'ai gardée modeste parce que je ne voulais pas avoir l'impression de dépenser des ressources qui devraient être réservées à la bataille juridique à venir. J'ai utilisé l'argent de la fiducie d'Hélène pour payer le loyer et acheter des provisions, vivant simplement pendant que l'enquête avançait. Je rencontrais les procureurs toutes les quelques semaines. Ils avaient des questions détaillées sur chaque élément de preuve qu'Hélène avait collecté, me demandant d'expliquer des chronologies, des relations et des conversations que j'avais entendues il y a des années et dont je n'avais pas compris l'importance à l'époque. Ils voulaient savoir l'emploi du temps de Justine, les visites de Nathalie, le comportement de ma mère dans les mois précédant sa mort. J'ai répondu à tout aussi complètement que possible, les regardant prendre des notes et échanger des regards qui suggéraient qu'ils construisaient quelque chose de substantiel. Maria appelait périodiquement avec des mises à jour qui consistaient principalement en « nous progressons » et ne parlait à personne de cela. C'est ce que disent les agents fédéraux quand ils ne peuvent pas partager de détails mais veulent que vous sachiez que vous n'avez pas été oublié. L'attente était plus difficile que tout ce qui avait précédé. J'avais remis tout ce qu'Hélène avait collecté, et maintenant j'existais simplement dans les limbes, espérant que la machine de la justice fonctionnerait réellement pour une fois au lieu de broyer des innocents et de les recracher comme des statistiques. Pendant des mois après ma première rencontre avec Maria dans l'archive souterraine d'Hélène, les choses ont commencé à se produire avec une rapidité qui suggérait que le gouvernement avait finalement accumulé suffisamment de preuves pour avancer avec confiance. Cela a commencé un mercredi matin au début du printemps. Le siège de Méridian Pharmaceuticals a été perquisitionné par des agents fédéraux qui ont sorti des boîtes d'un bâtiment en verre étincelant qui ressemblait à un monument au succès de l'entreprise. Les images ont fait la une des journaux nationaux, montrant des employés debout sur le parking, l'air confus et effrayé, tandis que des agents en coupe-vent du FBI démantelaient méthodiquement ce qui avait semblé être un empire intouchable. Richard Moss, le PDG dont j'avais entendu la voix sur les enregistrements d'Hélène discutant du meurtre de ma mère comme d'un inconvénient mineur, a été arrêté à son domicile. Les caméras de télévision ont capturé des images de lui étant emmené menotté devant ses voisins, devant des journalistes criant des questions auxquelles il n'a pas répondu, devant une vie qui avait été construite sur la fraude et qui s'effondrait maintenant en temps réel. Maria m'a appelé cet après-midi-là pour me dire que Justine avait été arrêtée à son bureau dans une start-up technologique où il travaillait depuis le divorce. J'ai regardé les images aux nouvelles locales ce soir-là, les rembobinant plusieurs fois parce qu'apparemment j'avais développé des mécanismes d'adaptation malsains en assistant à la manifestation du karma sous forme de menottes et de marches d'accusés. Justine a gardé son sang-froid, n'a pas parlé aux journalistes, a marché la tête haute comme s'il endurait un inconvénient mineur plutôt que d'être arrêté pour complot en vue de commettre un meurtre et une fraude. Mais je pouvais voir quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la peur mêlée d'incrédulité, comme s'il pensait vraiment être intouchable et ne réalisait que maintenant à quel point il s'était trompé. Nathalie a été arrêtée 2 jours plus tard dans un café de Seattle où elle avait apparemment déménagé après le divorce. Elle avait utilisé ses paiements de Méridian pour financer une entreprise de conception graphique qui était réellement légitime cette fois. Et selon les reportages, elle a pleuré lors de son arrestation. Les larmes m'ont semblé théâtrales, étant donné qu'elle avait témoigné contre moi au tribunal des affaires familiales sans montrer la moindre émotion sincère. Son avocat a publié une déclaration affirmant qu'elle avait été manipulée par Justine et n'avait aucune idée de l'ampleur du complot, qu'elle était elle-même une victime qui avait été exploitée par des personnes plus puissantes. Mais j'avais entendu les enregistrements de ses conversations avec la docteure Sarah Chin. J'avais lu les documents montrant des paiements effectués spécifiquement pour maintenir son amitié avec moi comme une opération de surveillance. Nathalie n'avait pas été une victime. Elle avait été une participante consentante qui avait délibérément cultivé notre amitié pour s'assurer que je reste isolé et gérable après la mort de ma mère.
Chaque soirée 20 du jeudi avait été une surveillance. Chaque conversation où elle m'avait encouragé à faire confiance à Justine, à ignorer mes instincts, à croire que mes problèmes de mariage étaient normaux avait été une manipulation calculée. La trahison de Nathalie était plus profonde que celle de Justine à certains égards. J'avais choisi d'épouser Justine, mais Nathalie m'avait été assignée à mon insu et sans mon consentement. Toute notre amitié avait été fabriquée depuis le début. Puis est venue la nouvelle concernant le juge Robert Cunningham. Il a démissionné de ses fonctions avec une déclaration sur son désir de passer plus de temps avec sa famille, ce que disent les fonctionnaires corrompus quand ils espèrent que la démission empêchera les poursuites pénales. Cela n'a pas fonctionné. Il a été mis en examen 3 semaines plus tard pour avoir accepté des pots de vin et manipulé des procédures judiciaires. Des documents collectés par Hélène ont montré qu'il avait acheté une maison de vacances par l'intermédiaire d'une fiducie qui remontait à Méridian, qu'il avait statué en faveur des intérêts des entreprises pendant des années en échange de paiements déguisés en honoraires de consultation. Chaque affaire qu'il avait présidée au cours de la dernière décennie a été réexaminée. Mon affaire de divorce a été parmi les premières, et un nouveau juge a mis 15 minutes pour déterminer que la décision initiale était basée sur des témoignages fabriqués et des procédures partiales. Tout ce que Cunningham avait décidé a été annulé, effacé comme si cela n'avait jamais eu lieu. Maria m'a appelé le jour où l'examen de mon affaire a été terminé. Votre mariage avec Justine est annulé plutôt que finalisé comme un divorce, a-t-elle dit. Le tribunal le déclare invalide depuis le début en raison de la fraude. Vous recevez également des excuses officielles du système judiciaire, pour ce que ça vaut. Ça valait quelque chose. Pas assez pour réparer les dégâts ou effacer les mois de souffrance, mais quelque chose. Les excuses officielles du système judiciaire sont arrivées sous la forme d'une lettre sur du papier en tête officielle du tribunal, signée par 3 juges, dont celui qui avait examiné mon affaire. Elle reconnaissait que j'avais été soumise à des procédures fondamentalement compromises par la corruption et des témoignages fabriqués. Elle exprimait son regret pour le préjudice causé par un système qui n'avait pas réussi à me protéger d'une fraude coordonnée. C'étaient 2 pages de langage juridique prudent qui tentaient de transmettre des remords sans admettre de responsabilité d'une manière qui pourrait exposer les tribunaux à d'autres poursuites. Je l'ai lu une fois et je l'ai classé avec tous les autres documents qui marquaient la destruction et la lente reconstruction de ma vie. Les excuses n'ont pas effacé les mois que j'ai passés à dormir sur des canapés et dans des chambres de motel. Elles n'ont pas effacé le traumatisme de voir ma meilleure amie témoigner contre moi avec des mensonges ou l'humiliation de tout perdre parce qu'un juge avait été acheté. Mais c'était une reconnaissance officielle que ce qui m'avait été fait était mal. Les procès ont commencé 6 mois après les arrestations et se sont étalés sur 1 an et demi. Maria m'avait prévenu que les affaires aussi complexes avançaient lentement, que monter des poursuites contre plusieurs accusés avec une activité criminelle interconnectée exigeait de la patience et une attention méticuleuse aux détails de la procédure. Elle avait raison. Le processus judiciaire a avancé avec le genre de minutie bureaucratique qui fait paraître les glaciers rapides en comparaison. Richard Moss a été jugé en premier. Son affaire est devenue un spectacle médiatique qui a dominé les cycles d'information pendant des semaines. Des lanceurs d'alerte de l'industrie pharmaceutique ont témoigné sur la culture de la fraude chez Méridian, décrivant comment les dirigeants incitaient les chercheurs à manipuler les données des essais et comment les problèmes de sécurité étaient systématiquement enterrés lorsqu'ils menaçaient des approbations de médicaments rentables. Des patients qui avaient été lésés par des médicaments qui n'auraient jamais dû atteindre le marché ont partagé leurs histoires. Une femme dont la fille était décédée des suites de complications liées à un médicament que Méridian avait fait approuver à la hâte avec des données de sécurité falsifiées a parlé pendant 20 minutes de la souffrance de son enfant. Des experts comptables judiciaires ont expliqué les pistes financières qui reliaient les primes des dirigeants directement aux approbations frauduleuses, montrant comment Richard Moss avait personnellement profité de chaque médicament dangereux que l'entreprise mettait sur le marché. Le jury a délibéré pendant 6 jours. Lorsqu'ils sont revenus avec des verdicts de culpabilité pour 17 chefs d'accusation, dont fraude, complot, corruption et mise en danger d'autrui, Richard Moss n'a montré aucune émotion visible. Il est resté debout pendant que le juge lisait la sentence, 23 ans de prison fédérale et la confiscation d'environ 40 millions de dollars d'actifs. Il avait 62 ans, ce qui signifiait qu'il passerait probablement le reste de sa vie incarcéré. J'ai assisté à la sentence depuis la galerie, assise au dernier rang où je pouvais observer sans être remarqué. Lorsque le juge a fini de lire la sentence et que les huissiers ont emmené Richard Moss menotter, j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction ni tout à fait un sentiment de clôture. C'était plutôt comme regarder une longue équation mathématique s'équilibrer enfin, toutes les variables tombant à leur place après des années de calculs délibérément erronés.
Le procès de Justine était plus petit et plus discret, sans l'attention médiatique qui avait entouré Richard Moss, mais il était plus personnel pour moi. J'ai assisté à chaque jour des débats, assise au même siège au dernier rang, regardant les procureurs présenter des preuves de son rôle dans la surveillance de ma mère, de sa participation à la planification de son meurtre, de ses 7 ans de mariage avec moi comme une opération prolongée de collecte de renseignements. Les enregistrements qu'Hélène avait collectés ont été diffusés au tribunal. J'ai écouté la voix de Justine discuter de ma mère comme si elle était un obstacle à éliminer, je l'ai entendu rapporter des conversations que j'avais eues sur son travail, je l'ai entendu élaborer des stratégies sur la façon d'utiliser notre relation pour la collecte d'informations. Les procureurs ont présenté des relevés bancaires montrant des paiements qui lui avaient été versés tout au long de notre mariage, démontrant qu'il avait été rémunéré pour chaque mois qu'il avait passé à faire semblant de m'aimer. Son avocat de la défense a tenté de faire valoir que Justine avait été un participant de bas niveau manipulé par des personnes plus puissantes, qu'il avait été contraint à une implication qu'il n'avait pas entièrement comprise. Mais les enregistrements montraient quelqu'un qui avait été enthousiaste et volontaire, qui avait fait des suggestions stratégiques sur la façon d'aborder le meurtre de ma mère, qui avait continué à recevoir des paiements et à participer au complot des années après sa mort. Le jury a rendu des verdicts de culpabilité pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude et racket. Le juge l'a condamné à 15 ans de prison fédérale. Lorsque le verdict a été lu, Justine m'a regardé à travers la salle d'audience. Son expression était complexe, quelque chose entre la colère et la résignation, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que la femme qu'il avait épousée dans le cadre d'une opération de surveillance avait été celle qui avait apporté les preuves qui l'ont détruit. J'ai soutenu son regard sans ciller, sans émotion, parce que j'en avais assez d'être intimidé par des gens qui avaient systématiquement sous-estimé ce dont j'étais capable quand on me poussait à bout. Nathalie a accepté un accord de plaidoyer plutôt que d'aller en procès. En échange de son témoignage contre d'autres accusés, sa peine a été réduite à 8 ans. Elle a fourni des informations sur la docteure Sarah Chin et d'autres employés de Méridian qui faisaient partie du complot, aidant les procureurs à monter des dossiers contre des personnes qui auraient pu autrement échapper à leurs responsabilités. 6 mois après sa condamnation, j'ai reçu une lettre d'elle. 3 pages écrites sur du papier de prison, pleine d'excuses et d'explications sur le fait qu'elle était jeune et désespérée d'argent quand Méridian l'a approchée pour la première fois, qu'elle avait fait des choix terribles qu'elle regrettait chaque jour, que le fait d'être assignée à ce lien d'amitié avec moi avait commencé comme un simple travail mais était devenu compliqué quand elle avait réellement commencé à se soucier de moi malgré les mensonges. Elle demandait si nous pourrions éventuellement trouver un moyen de nous pardonner mutuellement et d'aller de l'avant, parce que notre amitié avait signifié quelque chose de réel, même si elle était construite sur la tromperie. J'ai lu la lettre une fois en étant assise dans mon appartement de Portland avec mon café du matin, et je n'ai ressenti qu'une sorte de satisfaction creuse. La lettre était une auto-justification déguisée en langage de remords, essayant de réécrire l'histoire pour que Nathalie puisse se voir comme une victime des circonstances plutôt qu'une participante active à la destruction de la vie d'une autre personne. Elle voulait une absolution que je n'étais pas disposé à donner. J'ai classé la lettre dans un dossier avec d'autres preuves de trahison et je n'ai jamais répondu. Certaines relations ne peuvent pas être réparées et ne devraient pas l'être. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit aux personnes qui ont systématiquement détruit votre vie simplement parce qu'elles regrettent plus tard de s'être fait prendre. Le procès civil contre Meridian Pharmaceuticals a mis 2 ans de plus à se résoudre. L'entreprise s'est battue agressivement, déployant des équipes d'avocats pour contester chaque réclamation et faire traîner les procédures aussi longtemps que possible. Mais finalement, face au poids des preuves qui avaient déjà abouti à des condamnations pénales pour leurs dirigeants, ils ont conclu un accord. Les termes exigeaient que Meridian verse 2,7 milliards de dollars aux patients qui avaient été lésés par leurs approbations de médicaments frauduleuses. Ils devaient financer des examens de sécurité indépendants de chaque médicament qu'ils avaient mis sur le marché au cours de la dernière décennie. Ils ont été placés sous surveillance fédérale pendant 15 ans, avec des régulateurs intégrés dans leur processus d'approbation pour prévenir de futures fraudes. La succession de ma mère a reçu 12 millions de dollars de dommages-intérêts pour mort injustifiée. J'en ai hérité en tant que sa seule parente vivante, et j'ai donné chaque dollar à des organisations qui militent pour la sécurité et la transparence pharmaceutique. L'argent me semblait souillé, gagné grâce au meurtre de ma mère, et j'avais déjà assez de ressources de la fiducie d'Hélène pour vivre confortablement sans cela. Au lieu de cela, j'ai utilisé une partie de la fiducie d'Hélène pour créer la Fondation Vaughn, une organisation à but non lucratif dédiée à l'enquête sur la fraude pharmaceutique et au soutien des lanceurs d'alerte qui risquent leur carrière pour dénoncer la mauvaise conduite des entreprises. Nous avons engagé des enquêteurs pour traquer les preuves de violation de la sécurité. Nous avons financé la défense juridique des employés faisant face à des représailles après avoir signalé des problèmes.
Nous avons publié des rapports qui mettaient les entreprises pharmaceutiques mal à l'aise, jetant la lumière dans des coins où elles préféraient l'obscurité. La fondation est devenue mon travail à plein temps, ma façon de canaliser le deuil et la colère en quelque chose de productif, quelque chose qui aurait rendu ma mère et Hélène fières, quelque chose qui a transformé leur mort en un héritage qui aidait réellement les gens au lieu d'être simplement des fins tragiques à des vies écourtées par la cupidité. Je pense encore parfois à la chambre 14 du Crossroad Motel, à être assise sur ce lit affaissé, à manger des nouilles instantanées avec une fourchette en plastique, me demandant si je sortirais un jour du trou dans lequel ma vie était devenue. Je garde le reçu de ma dernière semaine là-bas dans mon portefeuille comme un rappel que toucher le fond est une réalité, que l'humiliation et la trahison peuvent vous dépouiller de tout ce que vous pensiez vous définir, mais qu'elles ne peuvent pas réellement vous détruire à moins que vous ne les laissiez faire. Hélène l'avait compris. Elle avait passé ces dernières années à monter un dossier et à rassembler des ressources parce qu'elle croyait que la vérité importait plus que le confort et que la justice importait plus que la sécurité. Elle avait raison. La tante paranoïaque que tout le monde rejetait avait été la seule à comprendre comment le monde fonctionnait réellement, à reconnaître que les personnes puissantes ne cessent pas d'être corrompues simplement parce que vous leur faites confiance ou que vous jouez selon des règles qu'elles ignorent. La vérité finale qu'Hélène m'a laissée s'est avérée prophétique d'une manière que je découvre encore, se battre ne mène pas toujours à la victoire, mais ne pas se battre garantit la défaite. J'ai construit une vie pleine de sens sur les ruines d'une vie frauduleuse. Désordonnée, compliquée et fondamentalement honnête. Le genre de fin que ma mère et Hélène auraient apprécié. Le genre d'histoire qui rappelle aux gens que la patience et la documentation peuvent faire tomber des empires construits sur des mensonges. Et que parfois, la plus grande vengeance est simplement de refuser de laisser des gens corrompus vous effacer du récit qu'ils ont construit autour de leur propre importance. Je ne suis pas la femme que j'étais quand j'ai trouvé cette valise sous le lit du motel. Je suis plus forte qu'elle ne l'était, plus prudente quant à la confiance, mais aussi plus certaine de ce qui compte. Cette femme ne comprenait pas à quel point elle pouvait survivre ou à quel point elle pouvait devenir puissante une fois que tout le reste lui avait été enlevé. Je suis reconnaissante de ne plus être elle. Si cette histoire de justice et de résilience vous a captivé jusqu'à la toute fin, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Samantha a découvert l'archive souterraine d'Hélène et a réalisé que sa tante paranoïaque avait eu raison sur toute la ligne. Quel a été votre moment préféré ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de vérité et de rédemption comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions.